from a national security situation. Dans certaines occasions, le comportement d'un allié stratégique révèle des changements qui n'avaient pas été annoncés au préalable, mais qui redessinent l'architecture de l'équilibre régional. Le 5 janvier 2026, un document présenté lors d'une séance à huis clos du Comité de la défense de la Chambre des communes à Ottawa a déclenché une série de réactions institutionnelles qui ont rapidement dépassé les limites de la planification technique. Rédigé par la sous-direction de l'intégration stratégique des forces armées canadiennes, le texte détaillait les lignes directrices pour la mise en œuvre d'un système autonome de surveillance et de réponse dans l'Arctique, opérant exclusivement sous juridiction nationale, sans prévoir d'interopérabilité automatique avec les structures alliées. Bien qu'il ne contienne aucun langage provocateur, ni aucune rupture formelle avec les accords précédents, le rapport a eu un effet immédiat à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le même jour, le ministère canadien des Affaires étrangères a été informé par l'ambassade des États-Unis que le Pentagone demandait des éclaircissements officiels sur les dispositions mentionnées. 48 heures plus tard, une délégation américaine a demandé une réévaluation des clauses techniques des exercices militaires prévus pour le premier semestre, arguant que le nouveau protocole canadien rendrait difficile le partage en temps réel des données relatives à l'espace aérien. Concrètement, il s'agissait d'un refus explicite du modèle de commandement partagé qui, pendant plus de 70 ans, avait été considéré comme un principe incontestable de la défense continentale conjointe. La partie la plus sensible du rapport canadien ne figurait pas dans la section principale, mais dans une annexe technique. Celle-ci indiquait que toute opération multinationale impliquant l'Arctique serait désormais soumise à un filtre politique interne avant toute délégation de commandement. En d'autres termes, le Canada autoriserait désormais au cas par cas l'accès à son réseau de capteurs, à ses systèmes de navigation et à ses satellites en orbite basse. Le document ne se contentait pas de revoir le fonctionnement pratique du système de réponse intégré, mais introduisait également, et peut-être de manière plus significative, une nouvelle norme de décision, déplaçant l'axe de la confiance automatique vers celui de la délibération souveraine. En réponse, des unités spécialisées de l'armée de l'air américaine ont activé une série de procédures de vérification de la couverture radar dans les régions polaires, un geste qui, bien que technique, a été interprété comme un signe que Washington envisageait désormais la possibilité d'opérer dans des conditions d'accès limitées aux données canadiennes. Cette évolution a été observée avec attention par les analystes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui ont identifié dans la décision canadienne un tournant institutionnel. Historiquement, le modèle de défense continentale fonctionnait sur la base d'un principe. Le territoire canadien faisait partie intégrante du système américain de surveillance et de réponse anticipée. Depuis l'installation des lignes radars dans l'Arctique, dans le contexte de la guerre froide, la présence américaine sur le sol canadien, bien que formellement réglementée, a conservé une logique de prévalence opérationnelle. Le Canada cédait de l'espace géographique et en échange bénéficiait d'une couverture stratégique. En refusant, même partiellement cette structure, Ottawa a non seulement modifié la dynamique pratique de l'action conjointe, mais a également signalé une révision en profondeur des risques liés à la dépendance technologique et doctrinale. Pour certains secteurs du renseignement américain, cette décision n'a pas été considérée comme un geste isolé, mais comme s'inscrivant dans un mouvement plus large de découplage progressif. En interne, on estime que le Canada commence à se repositionner au sein de l'Alliance occidentale, non plus comme un co-exécutant, mais comme une entité autonome qui pourrait, dans des moments critiques, conditionner ou même bloquer des actions de nature sensible. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le refus canadien a ouvert un front de questions sur les limites du modèle de défense partagé en période d'instabilité géopolitique.
Bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration publique catégorique de la part des autorités américaines, des sources liées au département d'État ont confirmé que cette question était désormais au cœur des préoccupations stratégiques de l'administration actuelle. L'évaluation préliminaire est que si cette ligne directrice canadienne est maintenue, la capacité des États-Unis à intervenir rapidement dans des régions critiques pourrait être compromise en cas d'escalade soudaine. Il n'y a pas encore de réponse officielle de Washington, mais les coulisses sont déjà en effervescence. Parmi les officiers à la retraite et les consultants liés au complexe militaro-industriel, le thème de l'érosion de la confiance structurelle entre alliés a refait surface lors de réunions stratégiques. Pour ceux qui suivent les questions de défense et de politique internationale d'un point de vue institutionnel, il est essentiel d'identifier ces points d'inflexion. Et c'est précisément ce type d'analyse que nous proposons d'approfondir ici, avec cohérence, rythme et attention aux détails. À partir de là, les implications du nouveau positionnement canadien ont commencé à mobiliser des acteurs institutionnels qui, jusqu'alors, n'étaient pas au centre du débat sur la défense de l'Arctique. Le Conseil national de sécurité des États-Unis, par exemple, a convoqué une analyse conjointe avec le département d'État et l'Agence nationale de renseignement géospatial, afin de réévaluer la capacité de réponse rapide face aux lacunes dans le flux de données provenant du territoire canadien. Parallèlement, le bureau du directeur du renseignement national a entrepris de réviser les protocoles opérationnels du système Five Eyes, en mettant particulièrement l'accent sur les niveaux de redondance technique dans les zones de collecte dépendantes de l'infrastructure canadienne. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le geste formellement discret du gouvernement Trudeau a déclenché une réponse coordonnée à Washington. Il ne s'agit pas seulement d'une redéfinition logistique. Il s'agit d'une révision forcée du concept de prévisibilité stratégique. Au cours des 2 dernières décennies, l'Arctique a cessé d'être considéré comme une zone périphérique de surveillance pour devenir un espace central de dispute pour les routes commerciales, les plateformes d'extraction et le contrôle des communications intercontinentales. Dans ce nouvel arrangement, l'accès illimité aux données des capteurs de surface et de subsurface est devenu un élément structurel de la doctrine américaine de défense. C'est dans ce contexte que la décision du Canada prend encore plus d'importance. En affirmant que les données captées par sa nouvelle constellation de satellites en orbite basse seront traitées sur le territoire national sans être automatiquement transmises à ses partenaires, Ottawa rompt avec une pratique vieille de plusieurs décennies, selon laquelle le partage des renseignements s'effectuait par intégration directe, sans intermédiation politique. Cette modification technique, bien que légalement légitime, implique l'introduction d'une latence décisionnelle dans des systèmes qui dépendaient d'une synchronisation en temps réel. La réaction au sein de l'OTAN a été moins uniforme. Alors que des pays comme l'Allemagne et la Norvège ont manifesté leur intérêt pour comprendre l'architecture de la nouvelle structure canadienne, d'autres, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'un précédent qui affaiblirait la cohésion opérationnelle de l'Alliance. Lors d'une réunion technique tenue à Bruxelles, les représentants du commandement allié de la transformation ont averti que la multiplication des systèmes de commandement souverains pourrait réduire l'efficacité des réponses intégrées dans des scénarios à menaces multiples. Toutefois, aucun consensus n'a été trouvé sur la légitimité de l'initiative canadienne, car d'un point de vue juridique, aucune clause des traités de l'OTAN n'oblige un État membre à soumettre son infrastructure militaire à un contrôle externe en temps de paix. Le dilemme n'est donc pas d'ordre juridique, mais politique. Cette tension a également atteint le Congrès américain. Les membres de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants ont entamé des discussions préliminaires sur la nécessité de revoir les accords bilatéraux avec le Canada dans le domaine de la recherche, du développement et de l'acquisition de technologies militaires. Bien qu'il n'y ait pas encore de propositions législatives, le climat est à l'évaluation prudente. Les parlementaires qui ont toujours soutenu les partenariats multilatéraux ont commencé à défendre l'idée que toute future coopération avec le Canada tienne compte de garanties explicites d'interopérabilité.
D'autre part, les secteurs plus isolationnistes ont interprété le mouvement canadien comme une occasion de faire pression en faveur de l'autosuffisance technologique dans des domaines auparavant partagés. Cette division interne aux États-Unis élargit la portée de la décision canadienne, qui devient un catalyseur de débats plus large sur la dépendance extérieure dans des domaines stratégiques. Au niveau national, le gouvernement Trudeau a cherché à minimiser l'interprétation d'une rupture, soulignant que le changement de politique découle de la nécessité de protéger les données sensibles dans un contexte de concurrence mondiale féroce. Les techniciens du ministère de la Défense font valoir qu'avec l'avancée des capacités cybernétiques des puissances rivales, le contrôle absolu sur le traitement initial des informations devient une question de sécurité nationale. Dans leur déclaration publique, ils adoptent la ligne consistant à renforcer le rôle du Canada au sein de l'OTAN, soulignant que cette décision ne représente pas un éloignement de l'Alliance, mais une mise à jour de la position face aux nouvelles menaces. Pourtant, la pratique va dans une autre direction. L'exclusivité du commandement des drones armés à longue portée, la centralisation de la gouvernance des nœuds du réseau crypté et le refus d'adopter les capteurs standardisés par Washington indiquent une recherche délibérée d'indépendance technique. À cet ensemble de facteurs s'ajoute la nouvelle conception de l'infrastructure canadienne dans l'Arctique, qui prévoit l'installation de stations fixes de surveillance sous glaciaire exploitées par des serveurs locaux, sans interface directe avec des centres de commandement étrangers. Une fois consolidée, ce type d'architecture devient difficile à inverser, car elle engendre des coûts de transition technologique incompatibles avec les modèles hybrides. Les analystes qui suivent l'évolution de ce processus affirment que le Canada est en train de construire, dans la pratique, un système parallèle de conscience situationnelle à l'extrême nord du continent. Un système qui, bien qu'il en soit encore à ses débuts, est déjà considéré par les consultants militaires américains comme un angle mort croissant pour les normes traditionnelles de surveillance partagée. Ce qui a commencé comme une directive administrative est donc devenu un tournant décisif pour la doctrine de défense continentale. Et à en juger par le rythme des changements en cours, il ne s'agit pas d'un revirement momentané, mais d'une tendance aux implications durables. Pour ceux qui apprécient une lecture approfondie et sans raccourci sur ce type de transformation structurelle, cette chaîne continue de suivre chaque mouvement avec attention et responsabilité analytique. D'après les enquêtes menées par des observateurs qui suivent en permanence les processus décisionnels à Ottawa et les réactions institutionnelles à Washington, il n'existe toujours pas d'accord clair entre les juristes et les experts en sécurité internationale quant à la portée et aux conséquences institutionnelles de la décision canadienne. Une interprétation encore dominante dans la doctrine traditionnelle de défense part du principe que les alliances militaires dépendent d'un degré minimum d'interopérabilité présumée pour fonctionner de manière stable. Dans cette optique, l'introduction de contrôles nationaux sur le flux d'informations stratégiques affaiblit l'élément central de confiance qui sous-tend des accords tels que le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Pour les analystes qui défendent cette lecture, en maintenant sous autorité nationale ces systèmes de capteurs, ces mécanismes de surveillance et ces canaux de réponse dans l'Arctique, le Canada ne se contenterait pas d'effectuer un ajustement opérationnel, mais indiquerait que sa perception de la menace peut, dans des moments critiques, ne pas coïncider avec celle de ses alliés. Ce signal serait compris comme un changement significatif dans la logique de défense hémisphérique intégrée consolidée au fil des décennies. En revanche, un autre courant analytique interprète l'initiative canadienne comme une adaptation légitime à un environnement international marqué par des niveaux d'incertitude croissants. Selon cette vision, la série de décisions unilatérales prises par les États-Unis ces dernières années, notamment les changements brusques de position diplomatique, les remises en question récurrentes des engagements multilatéraux et l'instabilité des accords commerciaux stratégiques, auraient considérablement modifié le calcul des risques entre alliés historiques. Dans ce contexte, le choix du Canada de restreindre le partage automatique des données et de renforcer le contrôle national sur les décisions opérationnelles serait une tentative de préserver son autonomie décisionnelle dans des scénarios
où la prévisibilité du leadership américain ne peut plus être considérée comme une constante. Cette interprétation ne néglige pas les risques associés à la distanciation, mais les considère comme une réponse adaptative à une dynamique mondiale traversée par des cycles persistants d'instabilité politique. Le débat se déplace ainsi vers un domaine institutionnel encore peu exploré, où la recherche d'autonomie stratégique par un allié commence à produire des effets directs sur l'architecture même de l'Alliance. Certains experts en droit international affirment qu'en internalisant les étapes décisionnelles liées à l'utilisation et à la circulation de renseignements sensibles, le Canada serait en train de consolider un modèle de souveraineté sélective. La coopération n'est pas abandonnée, mais elle est désormais soumise à des filtres soumis à des critères politiques internes. À long terme, cette logique pourrait redéfinir les fondements des coalitions occidentales, transformant des alliances de nature technique et automatique en arrangements plus souples et conditionnels, dépendant d'évaluations conjoncturelles. L'incertitude institutionnelle s'intensifie, car si ce modèle se généralise, la capacité de réponse coordonnée en temps réel pourrait être remplacée par un ensemble fragmenté de réactions asymétriques, dont les effets ne sont pas encore pleinement connus. Il existe également une interprétation moins répandue, mais en expansion, parmi les analystes en stratégie appliquée, qui propose une lecture intégrée de l'épisode. Pour ces experts, la décision canadienne ne doit pas être comprise uniquement comme une affirmation de souveraineté, ni exclusivement comme une manifestation de méfiance à l'égard des États-Unis. Elle reflèterait également une tentative d'anticiper les futurs litiges juridiques liés au contrôle, à la gouvernance et à l'utilisation de données sensibles dans des environnements caractérisés par de multiples systèmes de surveillance. Dans cette hypothèse, le Canada se positionnerait pour influencer, à partir de sa propre expérience opérationnelle, les paramètres normatifs susceptibles d'orienter la gouvernance des données militaires dans des contextes multilatéraux. Ainsi, Ottawa ne se contenterait pas de s'éloigner de Washington, mais chercherait à jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'un nouveau langage réglementaire applicable aux opérations dans des domaines d'intérêt stratégique mondial. La solidité de cette interprétation dépendra toutefois des réponses que d'autres pays, tant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qu'en dehors de celle-ci, apporteront lors des prochains cycles de révision doctrinale. À ce jour, les conséquences de ce revirement restent indéfinies, alors que certains secteurs du Congrès américain préconisent des mesures de pression indirectes, telles que la réévaluation des tarifs douaniers dans des segments sensibles pour l'économie canadienne. D'autres courants, y compris au sein du département d'État, avertissent que des réponses précipitées pourraient accélérer les processus de fragmentation au sein de l'Alliance occidentale. Parallèlement, des acteurs stratégiques concurrents suivent de près l'évolution du nouvel accord canadien. Des rapports élaborés par les services de renseignement européens indiquent déjà l'intérêt de pays tels que l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud pour examiner le modèle de construction souveraine d'infrastructures stratégiques adopté par Ottawa. Pour ces États, la possibilité d'exploiter des systèmes critiques sans dépendance structurelle vis-à-vis des fournisseurs nord-américains peut représenter un avantage important dans les conflits liés à l'autonomie technologique. Le scénario reste ouvert. La conférence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, prévue pour le second semestre, est considérée comme un indicateur possible des tensions accumulées, mais elle ne suffira probablement pas à résoudre le débat en cours. On s'attend à ce que la question de l'autonomie opérationnelle revienne en force à l'ordre du jour international, non seulement dans le contexte de l'Arctique, mais aussi dans d'autres zones géographiques où les divergences entre alliés commencent à se manifester de manière plus visible. Jusqu'à ce que ce processus soit clarifié, le système continuera à fonctionner dans une zone d'ambiguïté, où les protocoles traditionnels restent formellement en vigueur, bien que leur légitimité soit progressivement remise en question. Dans ce contexte, le principal risque ne réside pas dans une confrontation directe, mais dans l'érosion progressive de la capacité à anticiper le comportement des partenaires historiques. Pour les observateurs attentifs aux transformations à moyen et long terme des structures de gouvernance stratégique,
C'est l'un de ces moments où les changements les plus profonds ne s'expriment pas dans des déclarations publiques, mais dans des choix techniques effectués loin du débat ouvert. C'est pourquoi nous continuons à suivre attentivement chaque signe de réorganisation qui émerge dans les coulisses institutionnelles.